dernière partie de la capsule. Donc, ceux qui se souviennent un peu du début, on vous disait qu'il y avait comme 3 histoires. On a réglé 2 sur 3. Hein? Donc, toujours le fameux dessin du neurone. 3 parties. La partie réceptrice dendrite corps cellulaire, c'est réglé. On vient tout juste de faire la partie conductrice, zone gâchette, l'axone, c'est réglé. J'ai mal fait ma ligne, on pourrait parler aussi des terminaisons aussi axonales au télodendron. Ce qui me reste, en fait, c'est ce que j'encercle ici. Qu'est-ce qui se passe dans les boutons terminaux ou encore les boutons synaptiques? Donc, il y a plusieurs événements. Vous savez maintenant que peu importe ce qui se passe, on doit relâcher des neurotransmetteurs pour aller stimuler le neurone postsynaptique. Là, mon travail, maintenant, ça va être de vous expliquer le plus clairement possible les événements à l'intérieur du bouton qui vont justement conduire au relâchement des neurotransmetteurs. Et on va voir bientôt qu'on a besoin de calcium, justement. Donc, la synapse, on l'a défini déjà précédemment, la zone de communication entre 2 neurones. On se souvient que c'est la partie terminale, les boutons du neurone présynaptique. L'espace, parce qu'ils ne se touchent pas physiquement, les 2 neurones, donc l'espace qu'on appelle la fente présynaptique. Et bien sûr, les dendrites du neurone ou le corps cellulaire également du neurone postsynaptique. Donc, ces 3 éléments-là vont faire des zones de communication qu'on appelle la synapse. Et évidemment, le neurone présynaptique, comment il stimule, comment il communique avec le deuxième neurone, le postsynaptique, c'est en relâchant des neurotransmetteurs. Tout le cours est fondé sur la synapse chimique, c'est-à-dire sur le relâchement de neurotransmetteurs. On utilise cette synapse-là, parce que c'est la plus courante, en fait. La plupart des neurones, votre cerveau, les nerfs, tout ça, vont communiquer de cette façon-là. Donc, c'est le modèle classique que j'explique depuis le début. Celui que je mets en parenthèse, on ne va pas l'étudier vraiment dans le cours, mais je vous le mentionne rapidement. Vous allez peut-être le voir plus dans Bio 2, Bio 3 pour certains organes et systèmes qui utilisent ce type de synapse. Beaucoup plus rare, des régions très spécifiques du cerveau, entre autres. Le cœur va fonctionner avec des synapses de ce type-là aussi. On les appelle les synapses électriques. Donc, il n'y a pas de notion de chimique parce qu'il n'y a pas de neurotransmetteurs. Et là, les neurones, en fait, communiquent entre eux. Il y a un contact physique. Il y a comme des canaux. Les canaux vont vraiment attacher 2 neurones. Et là, les ions sodium, exemple, peuvent circuler directement d'une cellule à l'autre. Donc, c'est comme un grand fil en continu. Ce qui est beaucoup plus rare. Et vous n'allez pas vraiment les étudier en détail, ces synapses-là, pendant le DEC. Donc, je le mentionne, ça existe, mais elles ne sont pas vraiment intéressantes. Pour nous autres, pas pour le Bio 1 en tout cas. Donc, nous, c'est vraiment le modèle de base. C'est vraiment les synapses chimiques qui sont à l'examen, donc on se concentre là-dessus, évidemment. Ici, le dessin qu'on vous illustre, en fait, c'est ce qu'on appelle une jonction neuromusculaire. Donc, je vais vous définir ça. Tous les événements qui se passent dans la synapse, ça peut se faire entre 2 neurones, ça peut se faire entre un neurone moteur et une cellule musculaire. Donc, le modèle qu'on a beaucoup utilisé jusqu'à maintenant, c'est un neurone A, présynaptique, qui va stimuler un neurone B. OK? Donc, il y a la fente ici. On va relâcher le neurotransmetteur. Et mon travail, ça va de vous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le bouton terminal. En fait, c'est écrit ici, tous les événements. Et ces événements-là vont me permettre d'aller, de libérer justement ces neurotransmetteurs pour aller stimuler la deuxième neurone. Ça, c'est le modèle classique, neurone à neurone. Là, on introduit un nouveau mot ici qu'on va parler beaucoup plus à la fin de la session, au niveau du système musculaire. La jonction neuromusculaire. On décompose le mot, là, neurone, musculaire, muscle. Donc, le neurone A peut se connecter sur un autre neurone, mais peut se connecter aussi sur une cellule musculaire. OK? Donc, une cellule musculaire, on pourrait dire. Okay, donc, cellule, petit symbole ici pour cellule musculaire. Mais les événements dans le bouton, c'est exactement la même chose. On va relâcher aussi un neurotransmetteur, sauf que là, c'est dans les 100 types de neurotransmetteurs qu'on a qui peut stimuler l'autre neurone. On est plus précis qu'une cellule musculaire, exemple squelettique, striée, là, le volontaire au niveau des bras, des jambes. C'est la supraarachné, mais c'est l'acétylcholine. Donc là, c'est un neurotransmetteur très spécifique qui stimule le muscle. Alors que quand on est d'un neurone à l'autre, on a des centaines de neurotransmetteurs différents. Mais mis à part ça, c'est toujours la même logique. Puis il y a même une autre jonction qu'on ne vous parle pas ici, mais qui existe. Il en existe 3 dans le corps. Ton neurone A peut aussi agir sur des cellules d'une glande ou des cellules glandulaires.
Et c'est les 3 cibles possibles. Donc, c'est sûr que moi, dans le cours, j'ai beaucoup orienté de neurone à neurone, parce que ça va être vraiment le sujet du système nerveux pour l'examen, les 2 examens, en fait, les prochaines séquences, la 4, 5, 6, 7. À la fin de la session, dans séquence 8 musculaire, on va revenir plus avec la jonction neuromusculaire ici. Et dans le système endocrinien, on va parler un petit peu aussi des neurones qui contrôlent certaines glandes. Mais essentiellement, pour le système nerveux, c'est ici. Donc, le dessin qu'on a utilisé dans votre livre, faites-vous pas, stressez pas avec ça, là. Ici, c'est un neurone. On parle d'une jonction neuromusculaire. Donc, ici, c'est une cellule musculaire. Mais les événements sont identiques. Et je ne vous dirai pas qu'est-ce qui se passe dans une cellule musculaire, c'est le sujet de la séquence 8 dans la fin de session. Donc, vous pouvez remplacer, même si ce n'est pas le cas sur le dessin, pour le niveau du cours, le mot musculaire par neurone. C'est un neurone pas synaptique, après la synapse. OK? Donc, dans ce cas-ci, les événements que je décris sont vrais pour les 2 neurones. Pour qu'on se comprenne bien, ici, c'est la fin du neurone présynaptique. Donc, on a juste montré le bouton. Ici, j'ai une partie de la terminaison axonale là, qui est en fait le prolongement de l'axone. Et ici, on pourrait imaginer que c'est les dendrites du 2e neurone avec les canaux ligands dépendants. Les événements, je vais vous les dire tranquillement, mais contrairement à ce qui est écrit dans le livre, si ce que moi je dis est clair, c'est suffisant. Dans le livre, ils vont donner un petit peu plus de détails, c'est pas nécessaire pour moi. Moi, je vais pour le niveau de l'examen. Donc, comment ça se passe? Bien, la première chose que vous devez me dire, l'étape 1 ici, on va dire que c'est l'arrivée de l'influx nerveux au niveau du bouton. Donc, tout ce que je vous ai décrit précédemment au niveau de la zone gâchette et l'axone, hein, les 4 étapes et tout ça, dépolarisation, toute la quête, dans les nœuds, exemple, bien, tout ça va se produire, évidemment, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que le dernier influx nerveux qui est produit, donc évidemment, je l'ai décrit une fois, ça va se produire des multiples fois, mais le dernier qui arrive, bien, c'est le dernier influx nerveux qui arrive ici dans le bouton terminal. Et l'arrivée de l'influx nerveux dans le bouton terminal ou le bouton synaptique, c'est la même chose, lui, il va disparaître. Mais avant de disparaître, ça va me permettre de faire un événement très important. C'est l'ouverture des canaux voltage dépendants, mais faites attention, ici, c'est un nouvel élément, le calcium, Ca2+. Donc, c'est juste pour ça qu'on produit des influx nerveux, en fait. Tout ce qu'on veut, c'est de produire un influx nerveux qui va me permettre d'ouvrir les canaux voltage dépendants au calcium. Faites attention, des fois, vous mélangez sodium, potassium, calcium. Le bouton terminal, il y a juste un événement possible, c'est le calcium ici qui peut entrer dans le bouton. Les canaux voltage sont toujours fermés, et bien sûr, ils sont spécifiques au calcium. Donc, s'il y a du chlore ou du potassium ou d'autres choses, du sodium, ça ne rentre pas. Il y a juste le calcium qui peut passer ici. Et quand ils ouvrent, sous l'effet du plus 30 millivolts, en influx nerveux, là, c'est plus 30 millivolts. Donc, c'est le voltage ici qui fait ouvrir les voltages dépendants, évidemment, au calcium. Le calcium entre. Okay? Donc, ça, c'est la deuxième étape. Ouverture des canaux voltage dépendants et entrée de calcium. Pourquoi j'ai besoin de calcium? C'est pour une chose. Donc, vous remarquez ici des espèces de petits ballons à l'intérieur. Hein, c'est comme des petites mini-cellules, des petites ballons, okay, à l'intérieur du bouton terminal. Et chacun de ces ballons-là est rempli de neurotransmetteurs. Et évidemment, ce n'est pas des ballons. Le vrai terme, c'est des vésicules. On appelle ça des vésicules synaptiques. C'est un peu... ça ressemble un peu à un lysosome, là, ceux qui se souviennent du début de la session. C'est une couche de... C'est des phospholipines, c'est comme une mini-cellule. Okay? Donc, ça prend une forme sphérique, comme ça. Mais l'idée, c'est qu'on va produire constamment, 24 heures sur 24, au niveau du bouton, on produit des neurotransmetteurs. Et généralement, la plupart du temps, le bouton terminal ici est spécialisé dans un type de neurotransmetteur. Par exemple, si lui produit de la dopamine, ben, ça va être juste de la dopamine. Puis l'autre neurone, plus tard avec ses boutons, ben, il pourrait produire de l'acétylcholine. Donc, ils sont spécifiques généralement, les boutons terminaux comme ça. Donc, pour un neurotransmetteur spécifique, le bouton en produit, puis on les stocke comme ça dans les vésicules synaptiques. C'est emmagasiné et quand on a besoin, il faut les libérer. Et la question, elle est là. Qu'est-ce qui fait qu'on peut ouvrir, en fait, déplacer la vésicule et l'ouvrir pour libérer le neurotransmetteur? Bien, j'ai besoin de deux choses. La première, c'est les atomes, les ions, calcium qui vont s'attacher à la vésicule. Et ce qu'on ne voit pas ici, c'est un transport actif. En fait, c'est de l'exocytose, comme on a déjà étudié. Ça me prend une molécule d'ATP qu'on pourrait rajouter ici, qu'ils ont oublié de mettre. Donc, avec l'ATP, plus le calcium, ces deux conditions-là réunies, ça va me permettre de déplacer la vésicule vers la membrane cellulaire, vers la membrane du bouton synaptique.
Une fois déplacé à la membrane, la vésicule va ouvrir par exocytose et on libère à l'extérieur de la cellule, du neurone, les neurotransmetteurs qu'on voit ici sous forme de losange. Donc, c'est vraiment libéré dans la fente synaptique. Et l'histoire n'est pas terminée en ce qui me concerne. Qu'est-ce qui arrive après? Ben là, on retourne au début de la capsule. Alors là, on boucle la boucle, vous avez l'histoire au complet. On arrive ici à faire quoi? Ben, à stimuler des canaux, mais ligands dépendants sur le prochain neurone. Ça peut être une cellule musculaire, comme c'est illustré ici, mais dans notre cas, on a parlé surtout de neurones. Donc, ce serait sur le prochain neurone. Alors, dépendamment du neurotransmetteur, ça va dépendre du type de canaux ici qu'on va faire ouvrir. C'est un canal à chlore, un canal à potassium. Si c'était le cas, ben là, c'est fini. On ne stimule pas le deuxième neurone, le neurone postsynaptique. Mais partons du fait qu'on va transmettre une information qui stimule un deuxième neurone. Alors, dans ce cas-ci, on ouvrirait un canal ligand dépendant au sodium. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on dépolarise, potentiel gradué, puis on repart la machine. Moins 55 millivolts, stimule la production des premiers influx dans la zone gâchette, éventuellement dans les nœuds au niveau de l'axone, etc. Okay? Donc, c'est toute la même histoire qui revient. Alors, si je résume, là, j'ai dit beaucoup de choses, mais je vais y aller de façon beaucoup plus synthétique pour que ça soit plus clair. On commence comment pour relâcher le neurotransmetteur? Ben, j'ai l'arrivée d'un influx nerveux dans le bouton, fait ouvrir les voltages dépendants au calcium. Le calcium entre dans le bouton, s'attache à la vésicule synaptique. Grâce à l'ATP, le calcium déplace la vésicule jusqu'à la membrane. La vésicule ouvre, libère les neurotransmetteurs. Une fois dans la fente synaptique, ces neurotransmetteurs s'attachent au canaux ligand dépendant du deuxième neurone. On les fait ouvrir, entrée de sodium. Si le moins 55 millivolts est atteint dans la zone gâchette, on part la production d'influx nerveux. S'il n'y a pas assez de sodium qui rentre, c'est terminé. Il n'y aura pas de stimulation au niveau du deuxième neurone. Okay? Et là, vous avez pas mal tout en main pour comprendre tous les événements qui se passent dans le neurone, pour produire un influx nerveux, évidemment. Ici, simplement une photo, c'est pour votre culture, c'est pas retenir, mais une jonction neuromusculaire dans la vraie vie, ça ressemble à quoi? Donc, évidemment, c'est au microscope qu'on a pris la photo, on a utilisé des colorants ici, mais vraiment, ça ressemble beaucoup à ce que je vous ai montré. Hein. Ici, mettons, j'ai un prolongement de l'axone qui va se terminer comme ça sur le bouton terminal. On reconnaît ici la cellule, donc ce que je colore ici, c'est le myocyte, la cellule musculaire. Donc évidemment, c'est un muscle, il y a plusieurs cellules musculaires, là, j'en vois 4, évidemment, il y en a beaucoup plus dans un muscle, mais en gros, l'influx nerveux se déplacerait comme ça sur cette partie de neurone, et rendu ici, au niveau du bouton synaptique, on relâche les neurotransmetteurs qui vont stimuler l'ouverture des canaux ligands, l'entrée de sodium pour stimuler la contraction musculaire. Et si c'était un autre neurone, ben là, ce serait la production d'un influx nerveux. Donc, c'est évidemment l'effet final. C'est une cellule musculaire, c'est une contraction. C'est un neurone, c'est produire un influx nerveux. Mais en gros, les événements moléculaires que je vous ai décrits sont identiques. Donc ici, vous pouvez utiliser ce schéma-là en lisant votre livre pour revoir tout ce que je viens de dire, vous faire un résumé. C'est un bon schéma synthétique. Il y a des très belles animations aussi sur le site de la maison d'édition que je vous encourage à aller voir. Donc si vous êtes visuel, ça va vous aider davantage, évidemment. Pour terminer cette capsule, il y a une grande question que je n'ai pas parlé. Je ne passe pas beaucoup de temps dessus, mais pourtant c'est un concept extrêmement important, donc il faut le maîtriser. Évidemment, la question que je vous demande, si mettons je fais deux neurones comme ça, OK, mettons j'ai le neurone A, neurone B, donc A c'est le présynaptique, B le postsynaptique, j'ai la synapse ici avec la fente et tout. Je vous ai décrit tous les événements dans le neurone A pour relâcher les neurotransmetteurs. Et là, la grande question que je vous demande, est-ce que le neurotransmetteur, je peux le garder là pour toujours? Est-ce que qu'est-ce qui arriverait si je le garde tout le temps là? Ça serait quoi le problème avec ça? Bien évidemment, j'aurais toujours une stimulation. Imaginez-vous si mettons, le B, c'est un neurone dans l'air visuel qui vous permet d'analyser la lumière, les ondes lumineuses, puis ça vous permet de voir les images, hein, décortiquer ce que vous voyez, une pomme, une voiture, je ne sais pas. Si, mettons, il y a une pomme devant vous, vous voyez la pomme, ben là, il y a des neurotransmetteurs qui stimulent le neurone B, vous faites des influx, vous voyez une pomme. J'enlève la pomme, vous ne la voyez plus, ben c'est parfait, on arrête les influx. Mais qu'est-ce qui arriverait si le neurotransmetteur reste toujours là? Ben, vous verrez toujours une pomme, même si elle n'est pas là, ça serait une hallucination visuelle. Et c'est ça qui est extrêmement important. Il faut, là, je vous ai montré comment libérer puis produire des neurotransmetteurs pour stimuler la production d'influx nerveux. Mais à un moment donné, il faut les éliminer, ces neurotransmetteurs-là. Si je ne le fais pas,
qu'est-ce qui va se produire? Bien là, on va être, même si le stimulus disparaît, on va continuer à interpréter comme s'il y avait toujours un stimulus. Donc, non seulement c'est important d'en produire, parce qu'évidemment, s'il y a un stimulus puis vous ne produisez pas de neurotransmetteurs, vous ne ferez pas d'influx, vous ne pourrez pas l'analyser, mais en même temps, si on en a trop longtemps, qu'est-ce que ça fait? Bien là, on a une surstimulation, ce qui permet d'autres genres de problèmes. Donc, il y a un mécanisme d'élimination qui doit se produire pour enlever, retirer ce neurotransmetteur au bon moment. Et il y a 3 façons d'éliminer un neurotransmetteur, c'est ce qu'on vous explique ici. En fait, on ne l'explique pas, on les a juste nommés, mais moi, je veux que vous soyez capable de me les expliquer dans vos mots pour l'examen prochain. Donc, il y a 3 façons dans votre corps pour éliminer les neurotransmetteurs de la fente synaptique. Il y a la diffusion, dégradation enzymatique et le recaptage. Donc, première des choses, dégradation enzymatique, je commence par le numéro 2, c'est le plus facile. Les neurotransmetteurs que je dessine présentement dans la fente, comment on les élimine? Bien, j'ai des enzymes spécifiques qui vont reconnaître les neurotransmetteurs, puis on les détruit, puis on les brise en morceaux, puis ils sont plus fonctionnels. Okay? Ce n'est pas tous les neurotransmetteurs, par contre. Mais exemple, l'acétylcholine, c'est un neurotransmetteur qui a une enzyme qui le reconnaît spécifiquement, qui peut le dégrader. Donc, certains neurotransmetteurs, on a des enzymes spécialisées. C'est du catabolisme, comme on a déjà vu en début de session, donc qui sont là pour hydrolyser, briser et éliminer ces neurotransmetteurs. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enzyme de dégradation. Alors là, ça nous prend 2 autres moyens. La façon facile, donc j'ai réglé le 2, la façon facile, c'est la diffusion. Pour moi, ça, c'est se perdre dans la nature. Okay? C'est une façon d'éliminer, de retirer le neurotransmetteur, mais c'est un peu un fruit du hasard. Il n'y a pas vraiment de mécanisme biologique comme la production d'enzymes pour le dégrader ou encore le recaptage qui implique un système de transport. Donc, dans ce cas-ci, la diffusion, c'est simplement qu'ils se perdent dans la nature. Je m'explique. Il y a du liquide interstitiel partout. La synapse, c'est cette région que je pointe présentement, qui est, comme vous le savez, une zone de communication entre les dendrites, exemple, corps cellulaire, et les boutons synaptiques de ce neurone-ci. Alors, si les neurotransmetteurs finissent par se déplacer dans le liquide interstitiel, ils se déplacent à l'extérieur, comme ça, à l'extérieur de la synapse. Bon, ils flottent un peu partout, mais on n'est plus capable de stimuler les canaux ligands dépendants. On s'est éloigné. Donc, c'est juste ça, c'est un déplacement à l'extérieur de la synapse et on s'éloigne de la synapse. Donc, on ne peut plus vraiment stimuler le neurone. Et c'est tout. Là, vous me dites souvent, ouais, mais qu'est-ce qui va arriver? Bien, éventuellement, on va les éliminer, on va les dégrader. Et si on n'a pas d'enzyme spécifique, ça peut être des macrophages, peu importe, mais ils vont finir par se détruire. Mais en gros, la diffusion, c'est simplement de quitter comme ça la synapse. Le troisième, c'est peut-être la méthode la plus, la plus écologique. Pas de gaspillage. Okay? Parce qu'évidemment, les 2 premières méthodes vont pousser le neurone à toujours produire. C'est-à-dire, je fais des neurotransmetteurs, je les dégrade avec les enzymes, ça se passe dans la nature, lui, il faut qu'il en refasse. Mais le recaptage, c'est qu'on va un peu faire comme du recyclage. Okay? Donc, on va les réutiliser. Alors, ce qui arrive, c'est que dans un premier temps, s'il y a un influx nerveux, toutes les étapes que je vous ai décrites précédemment avec le calcium et tout, ben, on les libère, et là, les neurotransmetteurs vont stimuler le deuxième neurone. Mais une fois que c'est terminé, exemple, le stimulus disparaît, ce qu'on peut faire, on a des mécanismes de transport spécifiques à ce neurotransmetteur, et ces neurotransmetteurs, on est capable de les récupérer et de les retourner vers les vésicules à l'intérieur des boutons terminaux. Ils ne sont pas détruits, ils vont être stockés. Donc, on peut faire ça, là, selon les besoins, plusieurs fois. On a besoin de les libérer, on les ressort dans la fente, on les ramène, on les ressort, on les ramène, et ça limite la production. On n'a pas besoin d'en refaire à chaque fois. Après un certain temps, on va les détruire, puis on va en refaire, mais c'est une méthode comme ça qui permet de les éliminer. Ce qui est bien important de comprendre, puis c'est souvent, des fois ça accroche avec le recaptage, peu importe la méthode utilisée, ce que vous devez réfléchir. Exemple, si la diffusion ou la dégradation enzymatique ou le recaptage est utilisé, ça diminue la quantité de neurotransmetteurs dans la synapse. Ça veut dire que je les retire, donc il y a moins de stimulation. Puis à l'inverse, si ces mécanismes-là ne se font pas, on va garder plus longtemps les neurotransmetteurs. Et donc, il y aura une plus grande stimulation. Et ça, c'est extrêmement important, ce que je viens de dire. Et oui, il y a de la compréhension du par cœur, il faut être capable de me décrire les événements, mais je veux que vous soyez capable
de faire plus. Je veux que vous soyez capable de comprendre qu'est-ce qui arrive à mes événements si je stimule trop ou pas assez. Puis ça, c'est le genre de question que j'aime bien poser dans les examens et c'est ce qui vous touche le plus en soins infirmiers. Vous allez vous rendre compte à un moment donné qu'il y a beaucoup de médicaments qu'on va utiliser pour traiter certaines maladies, certains débalancements au niveau psychique, psychologique, psychiatrique parfois, qui va interférer avec ces éléments-là. Et en fait, peu importe les médicaments que je vous parle à l'examen, vous ne les connaissez pas, des maladies que vous ne connaissez pas, c'est pas grave. Je veux que vous soyez capable de réfléchir. Et le genre de réflexion, je l'ai fait avec vous. Si vous êtes capable de comprendre ça, ben on est correct. Je vous donne un exemple. Il y a des drogues comme la cocaïne ou d'autres sortes de drogues qui fait en sorte qu'il y a un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine qui, elle, va favoriser l'entrée de sodium à l'intérieur ici. Okay? Donc, on rouvre les canaux dépendants au sodium. Donc, il y a une stimulation. Cette drogue-là, ou certaines autres drogues, ce qu'on fait, c'est qu'on interfère avec le recaptage. Donc, si je vous dis qu'une drogue quelconque ou un médicament empêche le recaptage, c'est quoi l'impact biologique? Mais qu'est-ce que vous êtes capable de conclure? Bien là, dans ta tête, le recaptage, normalement, c'est pour éliminer les neurotransmetteurs. Si j'empêche l'élimination, si je ne les dégrade pas, si je ne fais pas de diffusion, si je ne fais pas de recaptage, ça veut dire qu'ils vont traîner plus longtemps. Donc, si j'ai plus de neurotransmetteurs dans la fente, la question, est-ce que j'ai plus de canaux ouverts ou moins? Mais je vais en avoir plus. Et si j'en ai plus, j'ai plus de sodium, plus de moins 55, plus de moins 55, plus d'influx. Donc, ça augmente les stimulations. Il y a certaines drogues qui fonctionnent comme ça, comme le LSD, qui était très populaire dans les années 70 et qui faisait des gros dommages au cerveau. Parce que, justement, à un moment donné, qu'est-ce qui se passait? Comment ça se fait qu'on pouvait halluciner au point de vue visuel ou auditif? Mais le concept, c'est qu'on rentrait tellement de sodium, qu'on avait tellement d'influx nerveux qu'on était surstimulé, puis là, on voyait des choses qui n'existaient pas. Il n'y avait pas de stimulus, on aurait dû arrêter la stimulation, et pourtant, on continuait à produire des influx nerveux tout simplement parce que les canaux restaient ouverts. Il y a d'autres problèmes, d'autres débalancements, d'autres maladies. Exemple, la dopamine aussi, qui peut avoir différents effets. Là. Donc, je parlais de la cocaïne, évidemment. Ça peut, si je fais plus d'influx au niveau de la région du plaisir, bon, on ressent plus de plaisir. On peut ressentir... donc, la contraction musculaire peut être plus forte et tout ça. Mais on peut avoir l'inverse aussi. Il y a des médicaments ou encore des maladies, exemple une dépression, mais la dopamine dans la région du plaisir, si pour X raisons, il y a des je ne dis pas que c'est tous les cas de dépression, mais un cas de figure hypothétique. Si une personne génétiquement produit beaucoup plus d'enzymes impliquées dans la dégradation du neurotransmetteur, exemple la dopamine, au niveau de la région qui produit les sensations de plaisir. OK? Donc, exemple, si j'augmente la dégradation, la question que je veux que tu sois capable de réfléchir, si j'ai plus d'enzymes, je dégrade plus. Si je dégrade plus, il y en a moins. Et si j'ai moins de neurotransmetteurs, est-ce que je produis plus ou moins d'influx nerveux? Moins d'influx nerveux, moins stimulé. Et si je suis dans la région du plaisir, je ressens moins de plaisir, moins de bonheur et tout ça. On donne des médicaments, entre autres le lithium fonctionne comme ça. Parfois, pas toujours, mais pour traiter certaines formes de dépression, bien, justement, on empêche la dégradation, on empêche le recaptage, donc il va durer un peu plus longtemps. S'il dure un peu plus longtemps, un peu plus de stimulation. Et c'est toujours ça, c'est qu'on favorise la durée du neurotransmetteur, donc la production d'influx, ou on bloque. Il y a des antidouleurs que vous allez utiliser, certains. Okay? Des fois, c'est des anti-inflammatoires et tout, mais il y a une catégorie d'antidouleurs, vous allez apprendre ça en pharmaco, plusieurs médicaments, qui, c'est des inhibiteurs sodiques, et on dit même que c'est des inhibiteurs sodiques voltage dépendants. Quand vous allez apprendre ça, ces médicaments-là, vous allez comprendre si vous vous souvenez de mon cours. Si je vous dis, et c'est vous qui allez l'expliquer aujourd'hui, ben, je n'aurai pas le plaisir de vous entendre, mais au moins faites-le chez vous, tout seul dans votre chambre, exemple. Je pose la question suivante. Médicament A, je vous dis que médicament A, donc, c'est un inhibiteur sodique, voltage dépendant. Donc, je vous dis, moi, que ça bloque les canaux voltage dépendants au sodium. Avec tout ce que je vous ai enseigné maintenant, je vous demande, ben, hey, dites-moi pourquoi les médecins prescrivent ce médicament-là et en quoi ça soulage la douleur chez le patient. Alors là, vous êtes capable, là, peut-être pas maintenant, mais quand vous allez étudier ma capsule, vous allez être capable, vous devriez être capable de me dire, ben, écoute, les voltages dépendants qui sont dans la gâchette et l'axone, exemple,
Mais si je les bloque, c'est un inhibiteur, ça veut dire bloquer. Puis si je les garde fermés, ça veut dire que même si j'ai un stimulus de douleur qui arrive ici, puis même si j'ai mon moins 55 millivolts, normalement, il devrait ouvrir, mais mon médicament empêche l'ouverture. Donc, est-ce que je peux produire un influx nerveux? Bien sûr que non. L'histoire arrête ici. Et si elle arrête ici, je ne suis pas capable de me rendre au bouton, pas capable de relâcher le neurotransmetteur, pas capable d'interpréter. Tu ne sens plus la douleur. C'est pas que toutes les antidouleurs, c'est comme ça, mais c'est une catégorie de médicaments. Il y a des bactéries certaines espèces, qui produisent une protéine qui vient maintenir le canal calcium vol dépendant ouvert. Ça augmente, ça baisse la production d'influx nerveux sur le deuxième neurone. Bien, toujours la même logique, si ça reste ouvert, même quand il n'y a pas de stimulation, le calcium rentre, libère des neurotransmetteurs sur stimulation. Si au contraire, je vous disais que ça reste fermé, bien, pas de stimulation. Donc, c'est pas juste de me répéter par cœur comme un perroquet tous ces événements-là, c'est d'être capable aussi de les réfléchir un petit peu. Okay? Donc ça, c'est ce que je vous demande de faire. Et voilà. Ici, ces deux tableaux-là, je sais qu'ils sont dans vos notes. Je ne veux pas que vous appreniez ça par cœur. Je ne vous demanderai pas tous ces neurotransmetteurs-là. En fait, il y en a 100. C'est les plus populaires. Mais juste pour vous expliquer, des fois, vous allez entendre ça en psycho, parfois en soins, peut-être dans certains cours. On vous dit, mettons, le GABA, oui, c'est un neurotransmetteur inhibiteur. Telle maladie fait qu'on a beaucoup, pas beaucoup. L'alcool interfère avec le GABA. Tel médicament interfère avec l'acétylcholine ou peu importe. Ça, c'est une façon de parler dans le milieu médical. Si vous allez en psycho, on va surtout associer l'acétylcholine à, mettons, les processus cognitifs, l'apprentissage, avec, mettons, excusez, j'ai dit acétylcholine, je vais dire glutamate. Donc, glutamate avec l'apprentissage, la mémoire et tout ça. Donc là, c'est plus des processus psychologiques. Mais en bout de ligne, que vous soyez dans le monde de la psychologie ou médicale, vous revenez toujours à mon cours. En fait, vous revenez au rôle excitateur ou inhibiteur. Il y a des neurotransmetteurs qui peuvent faire les deux, comme l'acétylcholine, ça va dépendre à quel endroit ils agissent. Il y en a d'autres qui sont juste excitateurs, juste inhibiteurs. Et c'est quoi le lien avec mon cours? Bien, si on vous dit que GABA, c'est inhibiteur, ça veut dire qu'on ne produit pas d'influx. Pas d'influx. Excitateur, on fait des influx. Mais là, vous êtes capable. Ça veut dire qu'on fait des PPSE ou des PPSI. Donc, à chaque fois que vous allez apprendre ça dans d'autres cours, dans d'autres contextes, ou dans certains médicaments quand vous allez travailler, ou dans vos cours de pharmaco, là, vous allez me dire, OK, ouais, ma prof, elle m'a parlé de GABA qui est inhibiteur, puis là, on augmente le GABA ou on diminue le GABA, mais dans ta tête, tu sais que ce neurotransmetteur empêche les influx. Exemple, le GABA fait rentrer du chlore dans la région des dendrites. Ben là, j'aurai jamais mon moins 55, donc je ne ferai pas d'influx, je bloque. Alors, si tu stimules la production du GABA avec un médicament, ben, je vais potentialiser son effet, puis on arrête les influx. Si je bloque le GABA avec un autre médicament, ben là, au lieu d'empêcher les influx, tu vas favoriser l'inverse. C'est de la culture. Mais je vous dirais que les médicaments que vous utilisez, peu importe le contexte, c'est toujours ça. Vous bloquez un processus biologique ou vous activez un processus biologique tout le temps. Vous allez agir sur un récepteur, vous le bloquez ou vous le stimulez. Et on peut justement stimuler ou non la production de ces neurotransmetteurs-là dans le but de faire ou non des influx nerveux. Donc, évidemment, c'est les plus importants. Exemple, dopamine, on en entend parler souvent. L'acétylcholine, contraction musculaire, exemple, au niveau des bras, des jambes, les muscles volontaires, squelettiques, surtout que vous allez entendre parler. Voilà. Mais à la base, peu importe les effets biologiques, on revient toujours au fait qu'on produit ou non un influx nerveux. Mais c'est à titre indicatif, donc je ne vous demande pas de les étudier, évidemment. C'est plus un tableau de référence. Si vous n'entendez parler à un moment donné, bien, vous pourrez les avoir sous la main. Et ici, ben, j'en ai parlé un petit peu, donc je pense plus vite. Je vous parlais tantôt de la compréhension. Qu'est-ce qui arrive si on bloque un canot sodium et tout ça? Donc, je parlais de l'antidouleur. Là, ben, un qui est très classique, un anesthésique local qu'on utilise beaucoup en milieu hospitalier, c'est la lidocaïne. Ben, c'est justement un inhibiteur de vol dépendant sodique. Là. Donc, on bloque les vols dépendants au calcium. C'est pour ça qu'on ne ressent pas, au sodium. C'est pour ça qu'on ne ressent pas la douleur. Mais vous n'avez pas à l'apprendre. Vous le verrez bien à un moment donné quand vous travaillerez. C'est juste pour la culture. Puis ici, ben, une dernière réflexion. C'est vous qui allez me dire ça. On utilise un médicament, peu importe le nom, comme anti-épileptique. Donc, si vous connaissez l'épilepsie, pourquoi ce médicament-là, qui bloque les canaux voltage dépendant au sodium, en quoi ça peut aider le traitement de l'épilepsie?
Donc, évidemment, vous devez connaître l'épilepsie. Si vous savez c'est quoi, je résume ça de façon grossière, mais l'épilepsie, c'est une tempête électrique. Pour des raisons X ou Y, en une fraction de seconde, on déclenche une multitude d'influx nerveux dans la majeure partie des régions du cerveau. Il y a trop de courant électrique, trop d'influx qui est produit en même temps, et votre cerveau ne sait pas comment interpréter tout ça, donc il va convulser, pas votre cerveau, mais il va vous faire convulser, évidemment, et tout ça, puis tous les symptômes que vous connaissez. Donc, en quoi le fait d'utiliser ce genre de médicament qui bloque l'entrée du sodium va m'aider? Bien évidemment, on revient tantôt. Donc, si le sodium ne rentre pas parce que je bloque les canaux voltage dépendant sodium, je ne fais pas d'influx, j'en ai moins. C'est justement le contraire d'une épilepsie. Je fais trop d'influx, bien là, je diminue la production, donc ça peut aider. C'est un autre exemple, vous n'allez pas retenir ça, c'est juste pour vous faire comprendre un petit peu comment appliquer mes notions, justement, que j'enseigne en classe depuis le début de la capsule versus les situations médicales de la vraie vie. Et en terminant, ça c'est vraiment la culture, mais juste pour vous montrer un petit peu la réalité. Moi, mes modèles, là, neurone A, neurone B, c'est belle fun, mais ici, ça représente beaucoup plus ce qui se passe dans votre cerveau. Donc, juste pour que vous ayez une petite idée de la complexité. Quand on fait PPSE, PPSI, moi, je faisais des modèles à trois neurones ABC, puis là, on faisait la sommation et tout ça. OK, c'est exemple ici, mettons, j'ai A, B, C, souvenez-vous. Puis là, on voulait savoir, lui, c'est quoi l'addition finale, le neurone intégrateur, ça va. Mais regardez comment c'est beaucoup plus compliqué. Moi, c'est très linéaire. Mais là, ici, on voit que chaque synapse, ici, on peut influencer A, B et C. Mais là, lui, fait un embranchement avec celui-ci et celui-ci, l'autre, et là, on peut faire une espèce de toile d'araignée incroyable. Là. On ne le voit pas ici, mais en même temps, on pourrait revenir parler ici comme ça. Donc, chacun de ces neurones-là va être associé à différentes régions de votre cerveau. Région de la mémoire, cognitive, émotive et tout ça. Et tout ça se parle d'une façon extrêmement complexe. Et c'est un peu plus compliqué que ce que j'ai bien voulu vous enseigner, mais c'est encore très simplifié par rapport à la réalité. On pense qu'un neurone comme ça peut s'attacher avec 15-20 neurones, et c'est vrai pour chacun d'entre eux. Et il y a probablement de l'interrelation comme ça entre chacun de ces groupements de neurones-là. Donc, c'est juste pour vous donner une idée à quel point on ne comprend pas tout à fait finalement la complexité du cerveau encore, même si on a une idée. C'est la pointe de l'iceberg, en fait. Sur ce, donc évidemment, ça c'était juste pour s'amuser. Ce qui est vraiment important, c'est plus les derniers événements qu'on vient de parler. Donc là, ce que je fais, la capsule, en fait, elle est terminée. Sur ce, je vous dis bonne étude. Les questions, comme d'habitude, vous me posez. Je vous dirais, une bonne façon de faire, c'est d'arrêter votre étude, vous arrêtez le visionnement de la capsule, vous allez étudier tout ça, et quand vous allez commencer à la maîtriser, revenez et suivez ce que je vais faire avec le résumé. Ce que je fais en résumé, là, c'est toute la capsule au complet que je révise en quelques secondes. Donc, vous pouvez la regarder immédiatement si vous voulez, il n'y a pas de problème, mais en fait, c'est juste de réviser tout ce que je viens de répéter. OK? Donc, exemple, à partir d'un dessin simple comme ça, si on veut réviser toute cette longue capsule, parce que c'est quand même, on dit beaucoup de choses, et on veut la résumer de façon simple. Okay? Évidemment, je vais couper des détails. Là. Ça ne veut pas dire que vous allez devoir savoir tous les détails que j'ai dit, mais c'est juste comme un petit rafraîchissement. Donc, la pire question que je pourrais vous demander, c'est de me décrire tous les événements à partir des dendrites au début, quand cela, jusqu'à la fin. Donc, en gros, qu'est-ce qui se passe? Il y a des neurotransmetteurs qui vont s'attacher à des canaux ligand-dépendants. 3 événements possibles. Faire entrer du chlore ou sortir du potassium, ce qu'on appelle une hyperpolarisation. Donc, c'est des potentiels postsynaptiques de type PPSI et en aucun cas, on va produire des influx nerveux. C'est fini, l'histoire arrête. Si je fais ouvrir, donc le neurotransmetteur fait rentrer du sodium, donc on rouvre des canaux ligand dépendants au sodium, on a vu que ça s'appelait une dépolarisation, PPSE. Cette dépolarisation, PPSE, est-ce que c'est obligatoirement à faire un influx? Bien sûr que non. Ça dépend de sa force. S'il y a suffisamment de sodium qui rentre pour atteindre le moins 55 millivolts dans la zone gâchette, ça va enclencher une deuxième histoire. Si j'ai pas assez de sodium et je n'atteins pas le moins 55, il ne se passe rien. C'est la loi du tout ou rien. Ces 3 événements
avec les canaux ligands dépendants, donc des canaux qui rouvrent sous l'action des neurotransmetteurs, on vous disait que c'est un potentiel gradué. Donc, potentiel gradué de type hyperpolarisant ou dépolarisant. Leur particularité, il perd de la faiblesse sur la distance. Il est gradué, donc il prend de l'intensité en fonction de la force du stimulus. Et évidemment, il peut être positif ou négatif, donc soit qui favorise l'entrée de sodium puis que la cellule devient plus positive, donc on a des chances de faire un influx ou non. Puis évidemment, je parle du moins 55, n'oubliez pas que le potentiel membranaire de repos, c'est toujours moins 70 mV, on part toujours de là. Donc je rentre un peu de sodium, dépolarise, PPSE, et exemple, j'atteigne moins 55. Donc qu'est-ce qui se passe par la suite? Deuxième événement, on est au niveau conductrice, la partie conductrice de la cellule, donc zone gâchette, les nœuds au niveau de l'axone, les terminaisons axonales ou télodendrons, c'est la même chose. C'est toujours les mêmes 4 étapes. Donc, dans ce cas-ci, ce que vous avez appris aujourd'hui avec moi, par la zone gâchette ou de l'axone, première étape, dépolarisation. Donc, c'est les canaux vol dépendants. Alors, il faut faire attention, c'est des nouveaux canaux au sodium. Entrée massive de sodium, je viens de créer mon influx nerveux à plus 30 mV. La deuxième étape, on retourne au repos, repolarisation. Dans ce cas-ci, pendant que les canaux sodium ferment, on rouvre les vols dépendants au potassium. Sortie de potassium, on retourne vers le repos, moins 70 mV. Mais très souvent, on va faire une hyperpolarisation. C'est une repolarisation qui dure trop longtemps. On sort trop de potassium, ce qui fait qu'on va aller plus négatif, moins 80, moins 90. C'est pas grave, on a la dernière étape, les pompes, sodium-potassium, qui va me permettre de ramener le tout à la normale. Donc, le sodium qui est entré, on le repompe à l'extérieur. Le potassium qu'on a perdu à l'étape 2 et 3, on le ramène. Et ils vont pomper comme ça, ces pompes, jusqu'à temps qu'on retourne au repos à moins 70 et que toutes les conditions reviennent à la normale. Tout ce que je viens de vous décrire là se fait dans les différents nœuds. Exemple, le premier nœud, étape 1, dépolarisation, on fait l'influx. On s'en va au deuxième, on recommence, on fait un deuxième. Donc, de façon successive, il y a juste un endroit à la fois. Donc, exemple, si j'ai l'influx ici, ben ici, je suis à moins 70 au repos, puis l'autre nœud, je suis à moins 70. Il y a juste un endroit à la fois qui va faire un influx. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le dernier influx, je peux faire ça des millions de fois, mais le dernier qui arrive au bouton, lui, va faire un dernier événement, fait ouvrir les canaux voltage dépendant au calcium, entrée de calcium, s'attache aux vésicules, les vésicules synaptiques se déplacent sous l'effet du calcium et de l'ATP, libèrent les neurotransmetteurs dans la fente synaptique, et qu'est-ce qui arrive? On recommence, selon le type de neurotransmetteur, on rouvre les canaux ligands dépendants, c'est la même histoire, si c'est au chlore potassium, il ne se passe rien, si c'est des ligands dépendants au sodium, s'il y en a assez qui rouvrent pour faire suffisamment modifier le potentiel électrique, donc le potentiel gradué ici, pour atteindre moins 55, on repart l'histoire pour le deuxième neurone et on refait un influx. L'influx nerveux qui a été produit dans la partie conductrice, évidemment, il est toujours égal, que le stimulus soit fort ou faible, il ne change pas d'intensité. Et toute cette histoire doit se terminer en éliminant les neurotransmetteurs. 3 façons: diffusion, se part dans la nature, sort de la synapse, dégradation enzymatique, il y a des enzymes qui vont carrément détruire pour empêcher la stimulation trop importante, et on peut faire du recaptage, je reviens. Et en fait, je viens de vous décrire en 5-10 minutes l'équivalent de 6 heures de cours à peu près. Okay? Donc, c'est sûr que c'est rapide, il manque de détails, mais en gros, c'est à peu près ça. Mon objectif ultime, c'est qu'une fois que tu as fini la capsule et fini ton étude, tu arrives à peu près à m'expliquer, comprendre ces événements-là. Et si c'est le cas, bien, vous êtes blindé pour le prochain examen, c'est sûr. Et sinon, bien, comme d'habitude, vous m'écrivez, c'est avec plaisir que je vais vous répondre. Sur ce, je vous laisse. Une très bonne étude et on se revoit dans la prochaine capsule.